Et nouvelle rencontre pour Tout d'un court pendant le festival de court-métrage de Clermont-Ferrand. On a rencontré Frédéric Rosset, le réalisateur de La vie au Canada, mais aussi Robin Robles qui l'a produit, et Alison Chassagne. Ils nous ont fait la surprise, qui était l'actrice principale. Très bonne surprise. On n'était tellement pas prêts que le studio n'était pas du tout adapté au fait qu'on soit 5 en même temps sur le live. C'était plutôt drôle. Ouais, on s'est adapté, puis ils se sont passés le micro, quoi. On s'adapte toujours, de toute façon. On vous laisse regarder ça tout de suite. C'est parti. Oui. Chante, là, il va pas ça. Et moi, en fait, son invalidation me dit que c'est validé. Moi, c'est validé. Ouais. Je coupe. Ouais, faut couper vraiment. Ouais, non, mais je pense que c'est important de garder ce qui se passe là. Ok. Vous serez content au montage. Et nous revoici en live avec l'équipe, une partie de l'équipe de La vie au Canada, qui est en compétition nationale. Donc on a Robin Robles, on dit Robles, ouais. Ça se prononce comme ça, qui est producteur, Alison Chassagne qui est actrice principale, et Frédéric Rosset qui est réalisateur du film. Alors tu as le micro derrière toi si tu veux. Comment vous allez? Première question. Je laisse répondre le réalisateur et la comédienne. Allez. Très bien. Merci. Et vous? Vous allez bien? Ça va. Moi, je suis plus réveillé que tout à l'heure. J'ai pris un café. On est en train de pousser les limites de notre plateau avec votre présence. Ça nous met... juste parce que vous êtes 3. Ah, d'accord. Non, pas 2. Et oui, nous sommes 3. C'est une vérité numérique, c'est vrai. Alors, c'est particulier. Robin, on avait un peu de contact dans un autre cadre parce que nous, on a diffusé Partir un jour. Donc vous, Top Shot Film, vous produisez aussi. Merci encore pour nous avoir permis de le diffuser en live il y a quelques semaines. Avec plaisir. Et félicitations pour la nomination au César. On vous souhaite de pouvoir gagner un prix avec celui-là, puis peut-être avec La vie au Canada ensuite. Bah grave. On est chaud. Non, mais oui, bah, c'est cool, c'est joyeux d'avoir l'opportunité que les films soient vus. Et merci à vous, c'est trop cool de nous permettre et de montrer les films et d'en parler dans un cadre bienveillant et chaleureux. Exactement. Alison, toi, nous on t'a vu dans La vie au Canada où tu as le rôle principal, et on t'a aussi aperçu hier, on a regardé le film d'Eleanor Cost. Et donc pareil, en fait, dans les deux films, tu joues avec ton frère. Oui. Je ne joue, c'est dans mon... Je suis obligée de jouer avec mon frère, voilà, c'est une obligation. Donc oui, je joue dans les deux avec mon grand frère Sébastien. Le contrat, c'est par paire. Ouais. Et il divise le cachet en deux, donc les prods sont très contents en général. Je confirme. Non, bah oui, c'est un chouette hasard. C'est pas vraiment le cas, hein. Évidemment, on joue parfois séparément. Oui. Mais dès qu'il y a un frère ou une sœur, c'est vrai que c'est agréable parce qu'ils ont les gens en général ont le réflexe de penser à mon frère ou à moi, et nous on est très contents à chaque fois de jouer des frères et sœurs parce que c'est des liens qui changent à chaque fois. C'est pas les mêmes rapports, et c'est pas le rapport qu'on a dans la vie en tout cas. Vous voulez des personnages à chaque fois différents. Oui, c'est ça. Et on s'apprécie beaucoup, donc on est content. C'est mieux quand c'est comme ça. Et du coup, alors du coup, dans La vie au Canada, c'est toi qui as plus de place, et c'est l'inverse sur Hippocampe où c'est Sébastien qui a plus de place. Toi, Frédéric, t'avais travaillé aussi avec Sébastien parce que t'as créé la série Irresponsable, et d'ailleurs c'est assez peu commun parce que La vie au Canada c'est ton premier court-métrage. Ouais. C'est assez peu commun de commencer par créer une série puis passer ensuite sur du court-métrage. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? En fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que moi j'ai toujours voulu autant écrire que réaliser. J'ai toujours autant voulu faire de la série que du cinéma. J'avais pas de hiérarchie dans ma tête. Et en fait, parfois la vie fait que. Et en fait, ce qui m'a vraiment lancé ma carrière, c'est d'entrer dans la formation de la FEMIS qui venait de se créer à ce moment-là, qui était une formation centrée sur l'écriture de séries télé. Et mon projet de fin d'études, c'était Irresponsable, qui est devenu très vite une série sur OCS.
Et en fait, du coup, je suis rentré dans un train et il est parti à toute valdingue. Et donc, du coup, je me suis vraiment spécialisé dans l'écriture parce que je l'ai pas réalisé Irresponsable. J'étais scénariste, mais il fallait faire 10 fois 20 minutes en 20 jours parce que OCS c'est un très très petit budget et c'était ça aurait été complètement fou de le réaliser moi-même. Donc je 20 cherchais jours de tournage ou... 20 jours de tournage, non, 20 jours de tournage. Pré-prod, post-prod. Non, mais en gros, c'est 2 jours, c'est 2 jours,2 par épisode de 20 minutes. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais on a trouvé quelqu'un, Stéphane Cafiero, qui avait une façon de travailler qui permettait de se tourner comme ça et qui avait un super regard et c'est super bien passé. Et donc tout ça pour dire que du coup, quand la série s'est terminée, et que j'ai un peu eu le temps de respirer et que parce que j'ai aussi bossé sur d'autres séries et tout, je me suis dit il faut que c'est le moment de repasser à la réalisation et donc du coup et donc de faire un court-métrage pour commencer quoi, parce que et du cinéma aussi, voilà. Et donc et c'est vrai que du coup sur Irresponsable, je suis le premier à avoir écrit du coup pour rassembler les frères et sœurs Chassagne. C'est devenu l'habitude. Mais c'est la première fois qu'ils tournaient ensemble, c'était Irresponsable saison 3. Et voilà, c'est ça, c'est quand j'avais découvert Alison, sœur de Sébastien, alors qu'on était en train de faire la série, je me suis dit mais il faut absolument que l'inclure dans la série, donc tu vas avoir une sœur dans la saison 3, voilà, on va se démerder, ça tombe bien. Et du coup Alison joue dans la saison 3 d'Irresponsable et on s'est bien entendu et donc du coup quand je voulais faire ce court-métrage, ça m'a paru évident d'écrire pour elle. Et comme en effet c'était encore une histoire de famille, je dis bon bah je vais lui créer un frère et puis voilà quoi. Et une histoire de famille plutôt touchante. Je voulais savoir d'où vient l'inspiration justement pour cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel dedans ou souvent quand on parle de famille, il y a souvent quelque chose de personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais transmettre ou parler un sujet précisément peut-être que c'était pas toi directement, mais peut-être un proche ou une histoire qui t'avait marqué, une façon d'être aussi, peut-être. Oui, bon, si on spoil un peu le film, mais pour moi de toute façon c'est assez évident le secret est assez évident. On se doute, mais donc du coup ça parle de qu'est-ce qui se passe quand on est beaux-parents, quand on a une filiation indirecte avec un enfant parce que c'est l'enfant de notre conjoint et qu'on se sépare du conjoint après des années, donc du coup techniquement on n'est rien pour cet enfant et donc du coup il y a un côté on va plus le voir du jour au lendemain et moi je l'ai vécu ça mais en tant qu'enfant. C'est-à-dire que j'avais mon beau-père un jour je l'ai plus vu. Mais sauf que, soyons très clairs, j'avais 27 ans. C'est-à-dire qu'ils sont séparés assez vieux. Oui. Donc, rien que ça, justement, ça m'avait marqué en me disant « Ah, c'est marrant, c'était quand même quelqu'un que je voyais tout le temps avec ma mère, en fait. Je le voyais, et soudainement, quand ils sont séparés, soudainement, je le voyais plus. Et j'avais aussi un pote qui, lui, vivait à ce moment-là ça en tant que beau-père, justement. Il me racontait « Ah, c'est bizarre, j'ai quand même vécu 3 ans avec des enfants. Et là, du coup, je ne vais plus les voir. Et ça me fait un peu bizarre. » Et en même temps, ce pote, je le voyais vraiment pas comme un beau-père, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment enfin désolé s'il se reconnaît et qu'il écoute, mais c'est un peu un branlou à l'époque en tout cas. Et du coup je me suis dit c'est marrant et tout ça je pense m'a influencé après coup je me suis dit oui c'est forcément de là d'où me vient l'idée en fait quand j'y ai pensé après coup. D'accord, ok. C'est ultra intéressant. Résultat, c'est pas le personnage principal que tu aurais incarné, mais c'est plutôt le personnage de l'enfant. En fait, c'est assez intéressant comme point de vue de pas être justement. En fait, le sujet principal, enfin le personnage principal n'est pas celui qui porte l'histoire que tu voudrais porter. C'est vraiment l'enfant. Sachant que c'est même d'ailleurs c'est marrant parce que là vraiment c'est la première fois que je me rends compte mais dans la série Irresponsable c'est un truc différent mais c'est un type qui se rend compte qu'il a un enfant caché et qui en fait se découvre il découvre qu'il a qu'à 15 ans il a eu un enfant, il le savait pas, aujourd'hui il en a 31 et donc il voit un enfant de 15 ans et c'est son fils et donc c'est à l'inverse c'est quelqu'un qui découvre une filiation directe pour le coup et donc c'est le début de quelque chose, donc c'est un peu en miroir inversé avec La vie au Canada. Et si je dis ça c'est que en fait moi très clairement le personnage sur lequel je m'identifiais le plus c'était l'ado en fait, pas le personnage principal. D'accord. Donc c'est vrai que oui, c'est vrai que je l'ai fait pour la deuxième fois, j'ai fait ça. Voilà. Donc on est rail.
Les réalisateurs reviennent souvent à des thématiques proches dans les mêmes strates, dans les mêmes sujets. Oui, c'est ce que je dis toujours quand on a 30 ans et qu'il nous est pas arrivé grand chose dans la vie, à part nos parents qui ont divorcé, du coup on raconte ça forcément. Notre adolescence et nos deux traumatismes, notre adolescence et le divorce de nos parents, super. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a autant, je pense. Oui, après, alors moi je suis psychologue et Freud dit que le divorce des parents c'est un des plus grands drames dans la vie des enfants. Hein, donc c'est pas non plus à minimiser en soi. Ouais, mais je les remercie parce que sinon j'aurais vraiment rien à raconter et je pourrais pas faire de film. C'est utile aussi. Donc vraiment c'est ça. Ouais. J'étais trop privilégié, donc au moins il y a eu ça, c'est cool, ça va. On va gagner une carrière. C'est ça. Mais pour Ouais. nous, pour donner aussi le point de vue J'allais demander du producteur, c'est-à-dire, en gros, on reçoit un texte, on fait une rencontre et on se dit à ce moment-là, ok, est-ce qu'on va s'engager dans cette aventure? Ça prend, je sais pas, notre première rencontre, c'était il y a 3 ans peut-être. Pour donner une idée du temps que ça prend, malgré le fait que c'est un court métrage. Et cette question de qu'est-ce qui se passe, quel est le lien en fait qui unit un enfant et son beau-parent. C'est un truc qu'on n'avait jamais vu. Je dis on parce que j'ai 2 associés qu'on n'avait jamais vraiment vu au cinéma. Alors c'est marrant parce qu'il y a le film de Rebecca Zlotowski qui est sorti cette année, Les enfants des autres, que j'ai beaucoup aimé. On n'en a pas parlé d'ailleurs, c'est drôle. Mais voilà, donc visiblement ça a aussi trouvé écho en Rebecca Zlotowski en l'occurrence, mais voilà, je trouve que les deux films se complètent assez bien puisque c'est des tonalités très différentes et puis même un rapport à cette question-là différent. Mais tout ça pour dire que c'est tout à la fois personnel et en même temps, je trouve que l'approche de cette question de la filiation est plutôt singulière dans le film de Frédéric. Enfin, nous, c'est une des choses qui nous a plu dès le départ, quoi. Ouais. Avec le fait qu'il y a Alison Chassagne dedans. parce que apparemment Frédéric maintenant il travaille avec les frères et sœurs Chassagne. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà envisagé dès les premières rencontres que vous avez eues? C'est la première chose qu'il nous a dit. D'accord, ok. Voilà. C'est là-dessus que vous avez signé en fait. non, mais en l'occurrence, oui, on en a parlé très vite et on a tout de suite été convaincus par l'idée. Après, il y a eu un enjeu de casting, c'était de trouver la petite fille qui joue Hermione, que je trouve super aussi. Et ça a pris pas mal de temps et tout. Je sais pas si tu veux en parler. On a fait la pire chose possible. On a fait un casting l'été pendant une grosse période de Covid. Donc du coup, on a eu beaucoup de tapes et parce que tous les enfants sont en vacances à ce moment-là. C'est pour ça que je dis l'été. Donc il n'était pas question de faire du casting sauvage, mais de toute façon moi ça m'allait. Et surtout je préfère des enfants qui ont vraiment, plutôt qu'aller déranger des pauvres enfants tranquillement dans la cour, des enfants qui ont vraiment une envie de ça. On voit ce que ça donne. Après justement, on a toujours peur de voir du coup des enfants qui jouent toujours un peu la même chose comme on leur a appris, qui font beaucoup de théâtre, mais justement non, il y a des natures et il y avait différents profils et même du coup on avait passé des essais et ta première rencontre, je trouve qu'il y a tout de suite un truc qui s'est passé avec 5 ou 6 quand même. Ouais. Un peu plus même. Oui, on en a vu, mais avec qui ça s'était très très bien passé. Donc moi j'étais contente de pas avoir de choix à faire parce que moi j'étais plus stressée de donner la réplique à une enfant qui allait décrocher peut-être le rôle plutôt que de passer un casting pour moi. C'est la première fois que je donnais la réplique et j'étais vraiment beaucoup plus stressée parce que je voulais être à la hauteur des enfants qu'on a vus, qui étaient toutes formidables. Et avec Sarah, peut-être qu'il y a eu ce moment où elle m'a fait rire en fait. On a eu un fou rire pendant une prise et puis en plus elle faisait pas forcément ce qu'il fallait faire. Enfin voilà, on a très vite une complicité où je me suis adressée à elle autrement que dans la scène qu'on devait jouer. On avait un lien qui s'est créé assez vite dans la déconne. Dans la déconne. Oh là, j'ai l'air vieille quand je dis ça. On a grave déconné. Non mais elle a... Probate. Wow. Et voilà, c'était ça en fait qui s'est passé surtout.
Ouais, bah, elle était assez impertinente. Et surtout, il y avait. Non, en vrai. Elle se foutait de ma gueule. En fait. Ah, d'accord. Et, J'ai demandé comment ça s'est passé le tournage, comment c'était de tourner avec un enfant. Je suis toujours très curieux des tournages avec des enfants parce que je sais que en fait, il y a Guillermo del Toro qui disait il y a deux choses difficiles dans la vie, c'est tourner sur la mer et tourner avec des enfants. Donc je suis toujours curieux de savoir comment ça se passe, surtout quand l'enfant joue bien. Mais vous êtes en train de répondre à la question naturellement. Voilà, c'était juste cette petite. c'est marrant, l'alternative que je connais de cette phrase, c'est il faut jamais tourner avec des enfants ou des animaux. Les animaux. Et c'est tout le monde, je pense. Mais c'est vrai que et du coup pour un premier film, il y avait un petit côté, c'était évidemment le plus gros challenge. Et finalement, franchement, en fait, il y a un truc, il y a des enfants qui ultra naturellement, quand ils sont vraiment un peu le rôle, quand il y a un truc qui se dégage, qui comprennent exactement ce qu'il faut jouer, c'est assez impressionnant. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné chez Hermione, chez Sarah Zapata qui jouait Hermione, c'est que en fait on l'a casté donc l'été 2021. Parce qu'à un moment, on voulait tourner pendant l'été indien 2021 et en fait, il y a eu un besoin de décaler totalement le tournage et on a dû tourner du coup seulement début été 2022. Ouais. Par chance, elle n'a pas eu une évolution Pokémon, elle est restée stable. Mais du coup, on s'est revus des mois après avoir vachement répété, mais juste pendant les castings en fait, avec Alison. Et quand on a refait des scènes qu'on avait fait pendant ces répétitions-là, il y a vraiment 8 mois, quoi, elle se souvenait de toutes les indications que je lui avais données, elle l'a refait exactement pareil. Donc c'est une éponge et elle a vraiment soit une intelligence de jeu directe, soit si jamais elle avait une erreur à un à côté, tu lui fais la remarque une fois, elle l'intègre immédiatement et voilà, je me suis jamais retrouvé dans cette situation où faut réinventer la scène parce que clairement elle sait pas faire. Non, elle comprenait tout, elle avait vraiment une intelligence de jeu formidable. Du coup, elle était un peu plus âgée que le rôle, mais elle faisait plus jeune, donc c'est parfait aussi, parce que du coup, en vrai, quand on a tourné, elle avait 11 ans, et on dirait qu'on a plutôt 8-9, donc c'est plutôt... c'était pratique, quoi. Ouais, nous, sur cet âge, il n'y avait rien de choquant. Tout paraissait normal et naturel. Même le prénom à Hermione, quand on fait les calculs, c'est tellement de notre génération de nommer certains... Enfin, je sais pas, peut-être que Hermione, c'est autre chose que pour toi, mais pour moi, c'est Harry Potter. Ah bah oui. Ah bah évidemment. Je pense pour tout le monde. Ah bon ? Ah merde. Ah ouais, j'avais pas pensé. Non, bien sûr. Non, mais évidemment, Hermione, c'est un hommage à cette génération-là. C'était ça ou Calicis, mais je me suis dit, non, mais quelle image on donne de la maman qui est hors champ si jamais on l'appelle Calicis. Non, voilà. Non, et puis c'était très drôle de lui apprendre à rouler une cigarette aussi. Oui, voilà. Ça c'était. J'étais un peu. Ça me rappelait des trucs avec des moments que j'avais eu avec ma mère en fait justement qui me demandait de rouler ses clopes quand on était en voiture. Voilà. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails comme ça qui rendent justement cette histoire assez touchante et on y croit. Même toutes les relations de cette famille qui est dysfonctionnelle et fonctionnelle, ça marche vraiment bien et c'était assez touchant. C'était vraiment une chouette histoire, même si on sait où on va vers la fin, enfin le pourquoi. Le pourquoi de petit mystère. Ouais, voilà, le petit mystère. Nous, j'avoue, on est venu, on s'est dit, nous, on est fans de True Crime, donc on s'est dit, voilà, il y a un truc un peu obscur. On voit une image dans la forêt. Où est passée la mer Au final, pas du tout, mais c'est toujours, on se fait nos propres films avec tous les synopsis à en lire. On en a eu je sais pas combien ce jour-là, donc on commençait à avoir les idées qui partaient un peu en vrille. Mais ouais, c'était vraiment une histoire touchante, même si on sait à peu près le mystère derrière. L'idée était que ce mystère soit très clairement, soit clair et que d'ailleurs quand le frère le devine tout seul et essaye de le dire et elle l'en empêche d'en parler, pour moi on est comme le frère, on a compris. Bien sûr. Après j'ai rencontré des spectateurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris, donc mais ça, ce que j'aime bien c'est que dans les deux cas ça marche en fait. Ouais. Oui, ouais. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a un moment où ils ont... Non mais parce que en gros c'est aussi l'histoire en fait je voulais raconter une période de déni en fait, le moment où la catastrophe est arrivée mais les conséquences pas encore, et il y a encore une petite période où tu peux faire comme si de rien et être dans le déni, et c'était ça qui a finalement motivé l'idée de dire non mais on le dit pas,
elle est dans le déni, elle essaye de le cacher, mais en fait c'est un secret impossible à cacher parce que c'est évident en fait. C'était ça l'idée en tout cas. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas du tout que ce soit clair. Et d'ailleurs ça me dérange pas du tout de raconter du coup que c'est l'histoire d'une belle-mère qui va plus voir son enfant, qui passe, enfin l'enfant de sa compagne, parce que oui, c'est clair quoi. Voilà. Parce que l'important c'est le voyage. Et voilà, et pas l'atterrissage. Mais c'est très bien raconté et tu joues incroyablement bien. Moi, j'avais vraiment envie, je ressentais les mêmes émotions. J'avais vraiment envie j'étais dans le déni en fait. Même si je savais où ça allait, il y avait quelque chose où j'avais envie d'être dans le déni. Il va se passer quelque chose. J'avais envie d'être dans le déni avec toi et qu'à la fin, au final, non, en fait, tout se remet à la fin et c'était vraiment, non, je crois que c'était notre première séance française en plus. Ouais, je crois. Je crois, ouais, c'était la première. On avait bien on avait bien commencé la semaine. Et c'était une chouette histoire. C'était touchant, c'était drôle. Moi, je me demande comment se passe le tournage parce que je trouve qu'il y a quand même un casting XXL. Il y a Philippe Rebaud qui joue le père. J'ai oublié le nom de l'actrice qui joue la mère. C'est Guylaine Londaise. Voilà. Et d'avoir aussi cet enfant, c'était sa première expérience. Deuxième. Deuxième expérience. Ça, pour je trouve c'est alors je me demande comment entre comédiens ça se passait du coup parce que c'est aussi il y a aussi une question de complicité pour jouer un peu cette famille. Oui. Moi, j'avais très peur que Sarah m'aime pas. D'accord. Et enfin, j'avais peur que on s'ennuie entre les prises, voilà. Et en fait, c'est ce qui est chouette, c'est que elle est revenue. On a pu faire des répétitions. Et en fait, elle était tellement contente de jouer. On était tous très contents de jouer ces rôles-là. Okay. Donc les répétitions se passaient bien parce qu'on était tout contents. Puis il y avait Philippe aussi qui est venu, il y a Guylaine qui est venue. Donc on s'est tous rencontrés avant en amont. Et en fait, du coup, cette joie a été notre terrain commun, en tout cas pour du coup faire connaissance. Et en fait, avec Sarah, on s'est super bien entendu et on s'est grave marré. En fait, entre les prises, on était limite, il nous disait chute quoi. Là, on a besoin de se concentrer, arrêter. Et en fait, du coup, c'était l'été, donc je sais pas, on mangeait des Mr Freeze dans le jardin en attendant. Et puis, il y a un décor. On est resté plusieurs jours dans une maison, dans le jardin. Et du coup on passait des petites vacances en fait ensemble, donc et puis voilà, juste en étant ensemble et en se racontant des blagues, on était en cercle tous en attendant de jouer. Et c'était ça qui était chouette. Et même Guylaine... Oui, j'en fais trop. Non, mais par exemple, Guylaine est restée un jour de plus alors qu'elle avait terminé. D'accord. Pour passer une journée avec nous supplémentaire. Donc voilà. Ouais, puis je sais pas, c'était la semaine du 14 juillet, on a vu le feu d'artifice. Enfin, c'était vraiment... c'était merveilleux. Mais je veux dire, c'était au-delà. Ça fait très colonie de vacances. Oui, il y a un moment où vous avez travaillé, en fait, avec l'équipe technique, on s'entendait hyper bien aussi. Donc ça, c'était chouette. C'est important, c'est complètement non négligeable. Et je pense que le film, moi, il y a un truc que j'aime bien dans le film, c'est c'est comment cette famille est vraiment incarnée, quoi, que j'arrive vraiment à y croire. Mais d'ailleurs... quand on l'a découvert en montage, la scène où Philippe Rebaud du coup dit à Sébastien t'es beau, on dirait ton père. J'ai vraiment vu, je sais pas, j'ai vu une ressemblance physique et tout, dont on n'avait pas conscience à ce point quand on a eu l'idée de proposer le rôle à Philippe Rebaud. Je sais plus comment ça s'était passé exactement d'ailleurs, mais bon bref. Ouais. Et j'imagine que le fait qu'on croit à cette famille, mais c'est pas que les comédiens et les comédiennes, c'est aussi le décor, ces petits détails, et puis des choix dès le scénario, quoi. Les costumes, des choix dès le scénario, comme la scène que tu as écrite avec la tante, moi que je trouve super, quoi. Et donc sans doute que ça tient aussi à la manière dont le tournage se déroule. Là, je viens de finir un tournage l'hiver, la nuit, en décembre, à Strasbourg, dans un quartier populaire à Strasbourg. Je peux vous dire que l'ambiance, c'est pas barbecue, non, c'était galère. Il n'y avait pas de guitare à la fin. Ok. Nous, on fait une émission donc où on débriefe un peu les séances qu'on a regardées. Est-ce que vous êtes là depuis combien de temps ? Vous avez eu le temps de voir d'autres films ?
Ah oui. Oui, non, Pardon, oui. Il y a eu une petite absence. Je suis arrivée, parce que je sais plus quand on est arrivé, mais toi, tu es arrivé dès le début. Moi, je suis arrivée il y a lundi. 2 jours. Ah oui. Moi, je suis arrivé lundi et mardi. Oui, on a vu des séances, oui, Alors, oui. Est-ce que vous avez des séances à recommander ou un film à recommander autre que le vôtre, hein, bien sûr. Oui, vous devez faire la F6. promo. F6. C'est nous, Ouais. F6. Ouais, il y a un film que j'aime bien, c'est un film qui s'appelle Le Dernier Été, Un Dernier Été de Xavier Lacaille. Xavier Lacaille. Qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, On a pas vu qui est encore. scénariste et comédien et donc du coup réalisateur. Je crois que c'est son, enfin un peu comme Frédéric d'ailleurs, il a fait aussi la formation à la Fémis en série télé. On a une formation commune. Ouais. Et donc il a aussi, lui il est comédien par ailleurs, mais il a aussi écrit pas mal de séries et tout. Et donc là c'était le premier film qu'il réalise. Et c'est, ouais, c'est une comédie sur des ados. Sur une base nautique, voilà, avec des histoires de drague et tout. Et c'est très drôle. Enfin, comédie potache. Très personnel, avec plein de trucs hyper incarnés aussi. Voilà, c'est chouette. Moi, je veux bien recommander ce film. Moi, j'en ai plusieurs qui n'ont rien à voir. Alors, il y a 3 styles différents. J'ai vu L'Écorché, qui m'a terrifiée. Ah, c'est. Je me suis caché les yeux Ouais. pendant la séance, mais ça m'a. Voilà, j'y pense encore. Super film d'animation. Stop motion. Voilà. Tissu. J'ai vu aussi Très mignon, La Ville éternelle, je crois. Ouais, on les a L'éternel. reçus Ouais, très mignon. On avant-hier. a reçu Il y a Martin et Garance, ouais. Voilà, bah, vous en avez déjà parlé. Ouais. Moi, j'ai grandi dans ce genre de ville en plus, donc c'était chouette de revoir des pylônes électriques. Moi, j'adore. On en a parlé aussi. Et les arrêts de bus sans bus. Oui. Ça, c'est vraiment. C'est Ouais. ne pars pas. Non, c'est fini. Et puis le 3e, alors moi, je sais pas si ça repasse, mais j'ai vu en fait la section libido. Ouais. Et on Si, a on vu va un faire. film ils ont passé un vieux film de François Ozon, un court métrage. On l'a vu hier, Euh, une robe d'été. oui, Ouais. voilà. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est lequel déjà Et il y a 69 aussi, hein, le film de 69 secondes. J'ai bien aimé aussi. Ouais. 69 secondes, très cool. Voilà. Avec Bang Bang. Ouais. Mais même Bon. le film de Michel Oslo aussi était très chouette. Ah oui. Ouais. Bon, je m'arrête là parce que j'ai tout recommandé, tout ce que j'ai vu, j'ai non, aucun. Non, mais c'était une bonne séance. Ouais. Libido 5, je crois. 4, je crois. 4, ouais, peut-être. J'ai un doute. Et toi alors, à part. En vrai, j'aurais cité à peu près déjà les mêmes, le film de Xavier, ou en effet le programme F12 qu'on a vu hier, Ouais. qui est une bonne sélection. Et du coup, un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est comment il s'appelle, Les Grandes Vacances. T'as vu celui-là? C'est sur une fille un peu paumée qui se retrouve dans un camping et qui est tenue par une comédienne assez surprenante, et le film est très drôle. J'aime beaucoup les comédies. Je trouve que dès qu'il y en a une, elle est réussie, et on en a déjà cité quelques-unes, quoi. Ville éternelle aussi, et donc qui est Un Dernier Été aussi. C'est vraiment, je trouve qu'il y a une bonne section là-dessus, quoi. Nous, on vient de parler de bonnes soirées. Peut-être que ça pourrait te plaire. Très bonne comédie, je trouve. Ok, je vais regarder c'est quel F. Mais... 8 ou F10, j'ai un doute. Ah, F10 j'ai vu, donc non, Donc c'est ça doit être F8. Moi, où il y a ton Dex de- j'ai une dernière question un peu difficile. C'était le film de Xavier Lacaille qui m'y a fait penser, parce que moi, je l'ai connu, il jouait dans une web-série que j'aimais beaucoup. F8. Et comme tu as joué dans le film d'Eleanor Cost qui est diffusé sur YouTube, je me demandais, et qu'en plus, hier, on a reçu quelqu'un qui était sur du post-cinéma, je me demandais comment vous voyez les rapports entre cinéma et Internet, plus globalement. Sur la fiction, mais même plus globalement. C'est pour tout le monde. C'est une question difficile pour tout le monde. C'est-à-dire s'il y en a un moins bien que l'autre. Non, C'est pas ce que je pense, hein. C'est pas ce que je Non, pense. alors ça, c'est la version un peu classique où on pourrait poser la question, mais comment vous voyez l'évolution des liens entre le cinéma et Internet? Je vais la reformuler comme ça. Je trouve que c'est... Alors moi, pour le coup, pour avoir été beaucoup sur YouTube, et pour y revenir aussi, alors que je trouve que parfois, il y a une chronologie.
on a l'impression qu'en commençant par du YouTube, on ira enfin vers le cinéma. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a des projets qui sont faits pour YouTube et heureusement que c'est encore là. Déjà pour la rapidité. Il y a peut-être un problème de financement parce qu'on est limité pour créer des projets sur une plateforme gratuite. Mais par contre, c'est très jouissif de pouvoir écrire et diffuser plus rapidement des projets et qui soient surtout accessibles au plus grand nombre. Donc je soutiens les plateformes, les moyens de diffusion gratuits. J'espère qu'il y aura de plus en plus de financement pour ça. Donc il y a le CNC Talent par exemple qui aide à cette création-là, mais je trouve que c'est deux choses très différentes en fait. Et je trouve qu'il y a des très beaux projets sur Internet qui sont parfois perçus comme un truc qu'on fait au départ pour aller vers le mieux. Je trouve ça dommage, voilà. Et moi j'ajouterais même que, surtout sur la question du court-métrage, je trouverais ça logique en fait qu'à un moment donné les courts-métrages aient leur place naturellement sur YouTube ou une plateforme populaire comme celle-là. Parce que c'est vrai que le court-métrage, la particularité, c'est que si tu n'es pas spectateur de festival, tu les vois jamais en fait, quoi. Ça sort pas en salle, c'est très confidentiel, c'est disponible. C'est ça. Ou alors c'est disponible sur Unifrance si tu as des codes, donc si tu fais partie du milieu, en gros. Et c'est vrai que quand je vois le film d'Eleanor Cost, qui est sur YouTube et qui a je sais pas 100 000 vues ou je sais pas quoi, tu dis son court-métrage a été 1000 fois plus vu que n'importe quel court-métrage de la section nationale actuelle en fait. Et je pense que ce serait naturel en fait que ça arrive, mais c'est une question de financement, j'imagine. C'est aussi pour ça que nous on a créé tout d'un court. Alors là on est dans un format différent à cause du festival, mais c'est aussi ça de vouloir faire. C'est pour ça qu'on veut faire des ciné-débats pour essayer de présenter des courts-métrages, parce que c'est un truc c'est des courts-métrages, c'est rarement mis en avant, sinon c'est quelques cinémas spécialisés qui vont les mettre avant les séances, ou ça va être rapidement à la télé, mais il n'y a pas encore vraiment de personnes qui en parlent comme d'un cinéma à part, parce que c'est quand même un cinéma qui est un peu à part, c'est pas du long, c'est pas les moyens de diffusion du long. C'est aussi ça nous qu'on espère faire avec cette nouvelle émission, rendre le court-métrage un peu plus accessible lors de nos séances. Désolé, Non, pas du tout. À nouveau, je vous remerciais en début de séance, et c'est un remerciement sincère. Nous, quand même, quand on fabrique des courts-métrages comme ça, à nouveau, c'est 3 ans de travail. Un film comme le film de Frédéric, c'est quand même des financements je sais pas pourquoi j'ai dit Nicolas en plus. Non, mais je veux dire, on parle quand même d'une économie de 80 000 € ou quelques, ou je sais plus exactement. Mais donc c'est quand même non négligeable, je veux dire, comparé à certaines économies qu'on peut trouver sur clairement faire du contenu pour le web directement. Après, le truc, c'est que pour rebondir sur la remarque de Frédéric, que je trouve très juste, moi, ma grande angoisse, c'est de dépenser autant d'énergie pour des films qui ne sont vus qu'en festival par les quelques festivaliers qui veulent bien venir. Alors, quand on fait un film qui a la chance et l'honneur d'être à Clermont, tu vois des salles de 1000 places et tout ça, mais franchement, des festivals comme le festival de Clermont-Ferrand qui ont une telle aura auprès des habitants de sa ville, c'est pas si fréquent que ça. Il y a pas tant de festivals qui peuvent remplir des salles de 1000 places et tout est complet et tout, avec les vrais gens qui vont voir les films et pas juste les invités du festival qui bossent dans le ciné et tout, quoi. Donc ça, déjà, c'est chouette, c'est hyper satisfaisant. Et puis après, là, par exemple, dans le financement du film, il y a OCS, donc qui préachète le film. Et OCS demande naturellement une exclusivité pour la diffusion. En fait, tous les films qui ont une chaîne dans le financement ou qui sont achetés par une chaîne ensuite demandent une exclusivité. Et donc, ce n'est que au bout de 4-5 ans, je crois, j'ai pas les contrats en tête, mais qu'ensuite on est libre de le mettre sur Internet. Mais il y a de plus en plus de plateformes et tout qui se développent et qui permettent la diffusion des films. Et puis c'est aussi vos initiatives qui permettent de faire ça, quoi. Et après, pour revenir sur la question des liens entre cinéma et Internet, je pense que c'est une grande question, mais qui
court depuis une dizaine d'années, grosso modo. Ouais. L'arrivée des plateformes joue aussi un rôle. Ce qu'on voit, enfin moi, j'ai l'impression que j'ai, en tout cas, et je trouve que c'est plutôt chouette et encourageant, c'est qu'il y a moins de barrières, enfin, les différents médias, donc que ce soit cinéma, télé, plateforme, du coup YouTube et compagnie, quoi, sont moins hétérogènes qu'à l'époque où tu avais les gens qui faisaient de la pub, les gens qui faisaient du téléfilm ou de la série télé, et les gens qui faisaient du cinéma. Et il n'y avait pas de passage possible d'un monde vers l'autre, aussi bien pour les producteurs et productrices que pour les comédiens et comédiennes, que pour les réalisateurs et réalisatrices, et que pour les techniciens aussi du cinéma, quoi. Aujourd'hui, Alison, tu fais de la web-série ou des trucs sur web, mais tu tournes dans un court-métrage, dans une série pour Netflix ou quoi, ou pour dans les et les chefs-op, je sais pas exactement dans quelle mesure c'est vrai pour les chefs-op, mais enfin, en tout cas, je veux dire, on peut passer d'un monde à l'autre, et peut-être que ça, si on essaye d'être optimiste dans un monde qui est quand même plutôt un peu qui a des tendances à la dépression, parce que l'industrie... Non, mais bon, voilà, bref. Et puis, juste pour parler de ce secteur en particulier, tout le monde sait que depuis le Covid, c'est compliqué les entrées en salle et tout. Les distributeurs, machin, ils sont hyper réticents à prendre des nouveaux films, tout ça, tout le monde se plaint tout le temps. Voilà. Donc, si on essaye d'être optimiste, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que les échanges possibles entre les différents médias, les différents types de contenus, créent aussi des nouveaux réflexes, des nouvelles idées, parce que c'est pas tout à fait les mêmes écritures, c'est pas la même chose d'écrire un long métrage, une série pour OCS, un court métrage, une série pour le web, et que ça va... j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux talents qui sont en train d'émerger, dont Frédéric fait partie, dont Xavier Lacaille par exemple fait partie, Garance Kim, c'est aussi... je pense qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs qui peut-être va pouvoir faire un peu bouger les lignes et proposer des films différents, parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est comment tu fais pour à laquelle sont confrontés les financiers, les distribs, les gros prods et tout. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va faire pour faire venir en salle le jeune public, les jeunes, c'est-à-dire parce que aujourd'hui c'est les yeux qui vont en salle, c'est le gros compte, et c'est pour ça que c'était compliqué avec le Covid et tout. Et du coup la grande question, c'est comment les jeunes on va les faire venir en salle. Peut-être qu'il faut partir de comment est-ce qu'ils consomment les images, et peut-être qu'il faut raconter les histoires un peu différemment, j'en sais rien. Après voilà, moi j'ai aucune certitude mais je pense que c'est des questions qui sont pertinentes. Tout à fait, c'est intéressant. Je vois qu'on nous dit dans le chat par rapport à Clermont, la ville est amoureuse de son festival, les vieux comme les jeunes. Donc effectivement, il y a une dynamique particulière. Et ça, c'est pour nous, soyons clairs, qui faisons des films, c'est trop bien. On est trop content là de voir le film dans une salle remplie avec les gens qui réagissent et tout. C'est un bonheur. C'est là on se dit ok, c'est pour ça qu'on fait ça. Non, je voulais juste ajouter que oui, on ne l'a pas précisé, mais en fait le film il est fini depuis 1 mois, donc c'est sa vraie, c'est sa première, en fait, c'est la première fois qu'on le voyait avec un public. C'est la première fois qu'Alison le voyait aussi. Oui, c'était la surprise. Je sais pas. Et même on n'a même pas encore fait l'avant-première équipe technique, on le fait après. Donc il y avait vraiment un côté. Quand on l'a envoyé à Clermont pour concourir, le film n'était pas mixé, pas étalonné, on était pas monté. Ils ont lu le scénario, ils ont fait allez, on sait pas. Avec quelques heures de rush. Non, mais c'était donc du coup c'est vrai que là il y a un côté soudain. Il n'y a pas meilleure façon de commencer à découvrir un film avec le public, surtout quand on fait une comédie où là ça triche pas, quoi, ça rigole ou ça rigole pas. Et donc c'est bien d'être avec 1000 personnes, parce que dans les 1000 personnes on peut espérer qu'il y en a quelques-uns qui rigolent et ça rigolait, et donc du coup
et le rire est contagieux en salle, ça c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Justement, clairement, j'ai l'impression que plus qu'ailleurs. Il y a une ambiance en tout cas de salle. Mais quand ça arrive fort. Ouais. J'avais vécu ce truc, c'est sur Irresponsable, on faisait des avant-premières, c'est une salle de cinéma des premiers épisodes, donc c'est une série, et j'ai des amis qui m'ont dit j'ai regardé la suite, c'est bien, mais ça m'a fait moins rire que ceux que j'ai vus en salle. Et je fais c'est parce qu'en fait le rire est contagieux et il y avait t'étais comme dans un épisode de Friends où d'un coup t'as des rires qui te T'as envie de rire. Enregistré qui t'aide un peu. Et donc du coup voilà, c'est un truc extrêmement plaisant et c'était extrêmement plaisant de découvrir qu'est-ce qui fait le plus rire les gens en salle. Et il y avait des surprises parfois, c'était marrant. Ouais, nous c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission, c'est pour inviter les gens à aller en festival. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. C'était très intéressant en tout cas. Merci d'être venu discuter autour du film. Merci. Puis on va faire une petite pause nous. Ouais. On revient juste après. Ok. Voilà. Let's go. Merci. How do I deal with